j'étais chargée d'abord de vous parler du cadre qui constitue voilà, l'origine de ce débat et donc des sources, des fondements du droit au congé payé. Alors je vais le faire en 3 temps. D'abord en insistant un peu sur la variété des sources. Disons, je prends un tout petit peu de recul par rapport à une discussion qui va être technique, je pense, assez technique par la suite. Prendre un tout petit peu de recul donc en vous parlant des choses qui me paraissent assez frappantes. Donc cette variété des sources du droit au congé d'abord, une variété qui a explosé comme ça, enfin qui est apparue en tout cas au grand jour dans la période récente. D'abord ça, et puis ensuite de cette émergence assez récente finalement du droit fondamental au congé payé. Et puis enfin, donc sans revenir évidemment complètement sur la belle description de cette histoire qui vient d'être faite. Puis enfin, je parlerai de l'effet de ce droit au congé et l'effet de ces sources, de ces différentes sources, et la variété aussi donc, de ces effets. Donc je commence par la variété des sources elles-mêmes, des sources du droit à congé. Elles sont multiples ces sources et ce que je constate, qui ne nous a pas échappé, c'est que, alors que traditionnellement le droit au congé était inscrit dans la loi, enfin, c'était la loi comme source des congés, vous l'avez rappelé, c'est évidemment ce à quoi on pensait en premier lieu, il n'y avait pas tellement de discussion là-dessus. Bien, cette source législative est passée à l'arrière-plan avec des références qui maintenant viennent d'ailleurs, mais d'ailleurs pas forcément hors de notre territoire, hors de notre droit. Il y a évidemment la référence constitutionnelle dont on a vu donc, tout récemment la place dans l'arrêt du Conseil constitutionnel du 8 février dernier. Oui, à partir de l'article 11 du préambule de la Constitution de 1946, le Conseil constitutionnel reconnaît que le principe d'un congé annuel payé est l'une des garanties du droit au repos. Donc cette fois-ci, il y a des experts dans la salle, c'est bien inscrit dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Mais évidemment, avant ça, il y avait le droit de l'Union européenne, on l'a rappelé depuis 1993, depuis la première directive qui organise le temps de travail dans l'Union européenne. Donc le droit de l'Union avant le droit constitutionnel, et puis d'autres sources internationales, évidemment encore antérieures, par exemple le droit de l'OIT, la Convention 132, certes non ratifiée par la France, mais qui a une importance pour la France parce qu'elle est devenue une référence dans le droit de l'Union, dans la directive, dans le préambule de la directive de 1993. Il est fait référence à la Convention de l'OIT, donc par rebond, il y a une nécessaire influence sur le droit français. Et puis, il y a d'autres textes, alors le PIDESC, le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, fait référence aussi au droit au repos, au droit au congé, puis la Charte sociale européenne, vous le savez. Donc, toute une variété de textes, et une variété de textes qui est importante, peut-être qu'on y reviendra, parce que dans la jurisprudence de la Cour de justice, celle qui est à l'origine des transformations récentes du droit français, dans l'arrêt Max Planck et Bauer, dans cette jurisprudence récente qui date de 2018, la Cour de justice s'appuie sur cette variété des sources du droit au congé pour poser l'existence d'un principe essentiel du droit de l'Union qui est le droit au congé payé. Donc ce n'est pas d'abord la charte, c'est pas facile à comprendre, je trouve. Ce n'est pas d'abord la charte à laquelle la Cour de justice fait référence en 2018. Elle fait référence à l'existence d'un principe essentiel de droit de l'Union qui vient de ces sources diverses de la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, cette charte qui n'a pas un principe d'effet juridique, mais qui est citée par la Cour de justice. Évidemment, la Convention 132 de l'OIT, puisqu'elle est mentionnée par le préambule de la directive, mais donc un ensemble finalement de références que la Cour de justice réunit pour dire qu'il existe un principe essentiel de droit de l'Union dont découle le droit au congé payé et dont elle tire des conséquences dans ces affaires de 2018. Donc une multiplicité des sources qui est apparue au grand jour et de plus en plus nettement, et notamment à ce moment charnière qui sont les arrêts de 2018 rendus par la Cour de justice. Alors à partir de ce moment-là, justement, émerge un principe essentiel pour la Cour de justice, et en même temps, et je ne sais pas comment expliquer l'articulation des deux,
un droit fondamental au congé payé, tiré aussi également de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union. Donc il y a une conjonction de sources à partir desquelles la Cour de justice, en 2018, fait apparaître un principe qui peut avoir des effets dans des relations, donc dans des relations de droit privé, dans des relations entre employeurs et salariés, régies par le droit privé. Alors, ce droit fondamental qui, donc en 2018, est consacré par la Cour de justice, peut-être au fond, on aurait pu dire il était déjà là. D'ailleurs, c'est ce que dit la Cour, d'une certaine manière, même si ce n'est pas d'une clarté absolue. Il était déjà là en tant que principe essentiel du droit de l'Union. Donc, en tout cas, la Cour de justice le reconnaît. Et en ce sens, il y a donc une convergence, on peut dire, entre l'évolution récente du droit de l'Union et l'évolution du droit français, du droit constitutionnel français, qui, donc, dans un bel ensemble, harmonieux, au fond, reconnaissent un droit situé tout en haut de la hiérarchie des normes, un droit fondamental ou un droit constitutionnel au congé payé. Alors, je m'interroge, un peu rapidement, mais on pourrait être plus long, sur la justification de ce droit fondamental au congé payé. Parce qu'au fond, tout part de là, toutes nos difficultés, au fond, techniques sur lesquelles on va revenir, viennent de cette référence, au fond, ou de cette qualification, je devrais dire, juridique, du droit au congé comme droit fondamental. Pourquoi une telle reconnaissance? Enfin, qu'est-ce qui justifie cette solution? Alors évidemment, c'est facile de trouver une justification formelle. Pour nous, dans la Constitution, c'est ce que dit le Conseil constitutionnel, on le tire d'un élément de notre bloc de constitutionnalité, de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946. Bon. Et puis, du côté du droit de l'Union, eh effectivement, maintenant, on a la Charte, l'article 31, paragraphe 2. Donc, formellement, depuis, en effet, que la Charte a acquis la même valeur juridique que les traités, on peut dire qu'on a un instrument juridique qui, formellement, permet de poser le droit fondamental au congé payé. Donc ça, c'est une approche très formelle qui justifie la consécration récente. Mais au-delà de la consécration formelle, est-ce qu'il y a autre chose qui justifie? Est-ce que substantiellement, on peut comprendre, et ça me paraît quand même assez important au regard de toutes les difficultés récentes, est-ce qu'il y a une justification fondamentale, substantielle, je devrais dire plutôt, à cette consécration du droit au congé par le Conseil constitutionnel, par la Cour de justice? Est-ce que ça correspond à quelque chose de particulièrement important? Tout à l'heure, le doyen Huguelot rappelait l'histoire en France de l'émergence du droit au congé payé. Donc ce n'est pas un droit qui est nouveau-né. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il parvienne à cette élévation en tant que droit fondamental? Alors moi, et pourquoi? Parce que beaucoup vont se poser la question, il y a ce réflexe un peu souverainiste, dire bon, pourquoi la France devrait changer son droit et pourquoi à ce point-là, à ce niveau de détail, pourquoi ces exigences qui nous viennent du droit de l'Union, au fond, parce que du côté du Conseil constitutionnel, c'est assez formel. Je vais y revenir. Donc pourquoi aller jusque-là? Pourquoi c'est si important? C'est une question que je pense qu'on peut légitimement se poser. Moi, j'apporterai de réponses, il y en a peut-être d'autres sur ce point. Il me semble que si c'est si important pour le droit de l'Union, c'est parce qu'il peut être en train de se mettre en place un cœur, un noyau dur des droits, ou du droit du travail, des droits que doit protéger le droit du travail, et parmi eux, le droit au repos. Et le droit au congé en fait partie, et solidifier en fait, pour la Cour de justice ce droit au congé payé, c'est une manière d'assurer que face aux transformations de l'organisation du travail, face à des formes des nouvelles formes peut-être plus flexibles d'organisation du travail qui se dessinent, eh bien, il reste quelque chose qui doit être préservé, qui peut être préservé en raison de cette qualification particulière qui est cette qualification en tant que droit fondamental. Ça, c'est une première chose. Il me semble que le droit au congé est peut-être aussi lié à d'autres questions importantes ou, disons, des préoccupations centrales pour le droit de l'Union, devrait l'être aussi dans les droits nationaux, mais enfin, en tout cas, c'est vrai à l'échelle de l'Union. En particulier, la question de l'équilibre entre
vie professionnelle et vie personnelle, ou vie privée, si on veut. Et donc là-dedans, le droit au congé aussi, il y a un rôle important à jouer. Et je dirais peut-être qu'il y a une troisième chose aussi, qui est l'égalité entre hommes et femmes, sur laquelle le droit au congé peut avoir un rôle important à jouer, alors peut-être dans des formes particulières, mais en tout cas, ça n'est pas sans lien. Donc, il me semble qu'il y a donc une discussion à avoir peut-être et quelque chose à reprendre et peut-être à remettre, disons, dans la discussion, qui est voilà, cette justification des transformations, cette question des justifications des transformations qu'on voit se dessiner dans notre droit. Alors, en ce qui concerne maintenant, après avoir vu la multiplicité des sources et puis la question de voilà, cette émergence du droit fondamental, il y a évidemment la grande difficulté dans cette variété des sources et variété des qualifications, la grande difficulté qui est la question des effets des sources. Et là aussi, évidemment, on se trouve confronté à peut-être une confusion qui est liée à la variété des effets de ces sources variées. La source constitutionnelle, alors je vais en prendre que deux, la source constitutionnelle et la source qui est celle du droit de l'Union. Sur la source constitutionnelle, il n'y a pas grand-chose à dire, à mon avis. Quand on regarde la décision de février dernier du Conseil constitutionnel, il y a certes l'affirmation de l'idée que le droit au congé payé est une garantie du droit au repos, donc découle de la Constitution, mais à part ça, les effets sont minces, sinon inexistants. Il n'y a pas d'effet parce que le Conseil constitutionnel décide, au fond, de ne pas contrôler les choix du législateur. Il décide que, sauf, au fond, une erreur manifeste, sauf à ce qu'il y ait un écart qui soit manifeste entre l'objectif poursuivi par le législateur et la solution qui est trouvée, bah, dans ce cas-là, il ne fait pas de contrôle. Donc, en réalité, la consécration du droit au congé payé par le Conseil constitutionnel ne produit aucune conséquence en droit interne. Donc de ce côté-là, on peut être assez tranquille. Alors l'évocation du fait qu'il y aurait là quelque chose, que la décision dirait plus que ce qu'elle dit, c'est-à-dire, il y a deux aspects de ça. D'une part, elle affirmerait un principe qui relèverait de l'identité constitutionnelle de la France, une conception du congé payé qui serait probable. Je pense que on sera d'accord pour dire que c'est, sinon ridicule, proche du ridicule. Il n'y a rien de cela dans la décision, et en plus, ça me paraît substantiellement pas du tout fondé. Mais il y a autre chose, peut-être dans la décision du Conseil constitutionnel, peut-être, on pourrait discuter, c'est la façon dont est justifié. Plutôt la façon dont sont décrits les objectifs du droit au congé payé. Ça, je trouve ça assez intéressant, le petit décalage qu'il y a entre ce que dit le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire presque rien sur les objectifs du droit au congé, et donc le fait qu'on puisse différencier les congés des salariés qui sont dont le contrat est suspendu pour une maladie professionnelle et les autres. Il dit presque rien sur la différence, il dit qu'il y a une différence de situation des salariés. Le Conseil d'État va un peu plus loin, mais donc voilà, sur les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, on peut se poser une petite question là sur la justification de la solution. Mais à part ça, donc, je dirais l'effet de la constitutionnalisation du droit au congé payé est nul, quasi nul. En revanche, ce n'est pas du tout le cas de la source européenne. En ce qui concerne le droit de l'Union européenne, les effets, évidemment, sont très, très visibles, très importants. Donc, c'est toute l'origine de la grande transformation qui se dessine. Alors, évidemment, ça date, ces effets particulièrement importants de la jurisprudence de la Cour de justice, ne date pas de 93, de la directive, mais date de la fin des années 2000, quand la directive est interprétée par la Cour de justice dans le sens qui était indiqué, c'est-à-dire d'une interprétation extensive de ce qu'implique le droit au congé payé. On l'avait commencé avant, mais c'est particulièrement vrai à partir de la décision Schutz-Hof, donc de 2009. Mais c'est aussi évidemment,
particulièrement visible, encore plus visible depuis la décision de 2018, les décisions de 2018, celles qui ont consacré le droit au congé comme droit fondamental. Alors, je voudrais dire juste deux petites choses. D'abord, il me semble que si le droit de l'Union est particulièrement important, c'est parce qu'il y a désormais la consécration de l'effet direct horizontal du droit à congé qui résulte de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte, et non pas de la directive. Et je voudrais dire aussi que si le droit de l'Union a des effets aussi importants, ce n'est pas tant en réalité l'effet direct qui est évidemment important, c'est surtout parce qu'il y a une interprétation extensive du contenu, de la substance du droit au congé. C'est pas, bon, l'effet direct, c'est nécessaire. Enfin, c'est surtout, il ne nous poserait pas tant de difficultés si la Cour de justice n'avait pas fait cette interprétation très large de ce qu'implique le droit au congé payé. Donc, je vais faire un petit point peut-être sur les deux aspects. Sur l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2, j'ai été sollicitée pour expliquer pourquoi il y avait une différence des conditions de l'effet direct selon que la source est un instrument législatif de droit de l'Union ou la Charte, ou peut-être les traités. Moi, je pense qu'il n'y a pas de différence sur l'interprétation, bien que, en effet, je sois entièrement d'accord pour dire que les dispositions d'une directive ou d'un règlement peuvent être écrites de façon plus précise que des dispositions des traités ou de la Charte. Mais en réalité, quand on regarde le premier arrêt Van Genden-Loos qui consacre l'effet direct et les conditions de l'effet direct des traités, la disposition qui est en cause, c'est l'article 12 du traité CEE, c'est-à-dire une disposition très très vague, enfin très générale, sur la libre circulation des marchandises. Et donc, il n'y a pas... et la Cour, à ce moment-là, dit qu'il faut, en effet, que les conditions soient remplies, c'est-à-dire l'absence de conditionnalité, la clarté, la précision de la disposition. Bon, je ne crois pas qu'il y ait eu de changement depuis lors. Simplement, c'est vrai qu'on s'interroge sur les dispositions de la Charte, parce que toutes ne sont pas d'effet direct, en effet. Alors, c'est la grande difficulté de cette Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle comporte, sous l'effet des négociations qui ont eu lieu et des compromis qui ont été faits, tout un ensemble de dispositions dont on sait qu'elles se répartissent, parce que la Charte elle-même le dit, entre des principes qui n'ont pas d'effet direct, qui doivent entraîner les mises en œuvre par les États ou par l'Union, puis d'autre part, des droits. Et ces droits doivent pouvoir être invoqués directement. On sait qu'il existe cette division entre deux catégories de référence dans la Charte, mais on ne sait pas comment se répartissent les différentes dispositions de la Charte entre ces deux catégories. Et donc c'est progressivement qu'on apprend comment ça se fait, comment les choses se font, et c'est vrai qu'on est en difficulté parce que, en effet, en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 2, on pourrait se dire, oui, du fait qu'il n'y a pas ces réserves, c'est-à-dire sous conditions, alors je veux dire, les termes exacts d'ailleurs, qui sont ceux de la directive, utilisés par la Charte, c'est, je ne sais plus si j'ai noté quelque part, bon, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, quelque part. Ce que disent certaines des dispositions, assez nombreuses en fait en matière sociale, c'est que les droits qui sont reconnus, les droits entre guillemets, le sont sous réserve des droits nationaux et des pratiques nationales, les droits ce qui existe en droit national, y compris les pratiques. Donc c'est assez curieux d'associer un droit fondamental ou un principe avec une réserve de ce que sont les pratiques en vigueur. Mais bon, c'est une terminologie qu'on trouve associée à pas mal de dispositions de la Charte, y compris et surtout en matière de droits sociaux. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que l'article 31, paragraphe 2, en effet, n'est pas associé à ne fait pas l'objet d'une telle réserve, donc il n'est pas conditionné. Donc ça pourrait correspondre à la disposition, aux conditions de l'effet direct selon la Cour de justice. Il ne faut pas de condition, un droit qui est inconditionnel. Mais ce n'est pas systématique, ce n'est pas absolument nécessaire qu'il n'y ait pas de condition. Par exemple, l'article 16 sur la liberté d'entreprendre, c'est un article qui fait l'objet de réserve, donc cette classique formule. Et pourtant, la Cour de justice n'hésite pas à considérer qu'il s'agit d'un droit qui peut être invoqué dans des rapports horizontaux et verticaux d'ailleurs. Donc, ce n'est pas absolument systématique. Rien ne dit précisément, ni la Cour d'ailleurs, ni le texte, que s'il y a des réserves, ça ne peut pas, une disposition qui
la formule, qui contient cette formule de réserve, ne peut pas produire d'effets directs, ni verticaux, ni horizontaux. Ça, en fait, on n'en sait rien, mais en tout cas, là, on peut dire, en ce qui concerne l'article 31, paragraphe 2, on a au moins cet aspect-là. Effectivement, c'est un droit qui n'est pas conditionné. Tout travailleur a droit au congé, à une période annuelle de congé. Voilà ce que dit l'article 31, paragraphe 2. Donc, en effet, la Cour de justice a pu se fonder sur cette différence entre l'article 27 et l'article 31 pour dire que là, on était bien, on pouvait reconnaître l'existence d'un droit fondamental. Et par conséquent, tirer de ce droit des effets qui sont des effets très, très vigoureux, en fait, de consécration en fait, de ce droit dans des rapports qui sont des rapports ordinaires de travail, donc des relations de travail qui sont les plus répandues dans des relations entre employeurs et salariés du secteur privé. Donc évidemment, cette reconnaissance-là produit des effets qui n'étaient auparavant pas évidents à voir. Alors ça, c'est la première chose, évidemment. Et là-dessus, j'ai une toute petite difficulté, bien qu'on voit une évolution récente de la jurisprudence de la Cour de justice, c'est est-ce que ces effets directs horizontaux découlent de l'article 31, paragraphe 2, et donc ils ne peuvent se produire qu'après que la charte s'est vue reconnaître la même valeur que les traités, ou est-ce que c'est le principe essentiel qui existait en droit de l'Union et qui devait exister même avant la charte d'ailleurs, dont découle la force, cet effet juridique, cet effet direct horizontal. Alors c'est vrai que quand on regarde la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice, elle fait plus référence au principe essentiel, elle fait référence à l'article 31, paragraphe 2 de la charte, mais moi je n'ai pas vu, mais peut-être qu'on me détrompera, je n'ai pas vu dans la jurisprudence de la Cour, à aucun endroit il m'a semblé que la Cour fasse référence à la date, cette date de l'entrée en vigueur, du traité de Lisbonne, qui permet de reconnaître cette force juridique à la charte, cette même force juridique que les traités, que le droit primaire. Il me semble que ça n'est pas inscrit dans la jurisprudence, donc, mais peut-être, si, quelque part. Bon, on va voir, alors peut-être que c'est moi qui ne l'ai pas vu. Il m'a pas semblé qu'il y avait une date comme ça fixée, mais ça n'empêche pas de penser que c'est le cas, je veux dire, on peut argumenter dans un sens ou dans l'autre. Bon, ça c'est la première chose. Alors, quant aux effets, et là je vais bien sûr introduire comme ça ce qui va venir dans la discussion. Il me semble que, quant aux effets, il y a l'effet direct, évidemment, l'effet direct, y compris horizontal, de la reconnaissance, qui est tiré de la reconnaissance d'un droit fondamental, mais au-delà de ça, il y a surtout les effets qui sont ceux d'une conception, je le disais tout à l'heure, extensive du droit au congé. Donc évidemment, c'est tout ce qui concerne le droit au report, donc la possibilité de bénéficier du droit en dehors de la période de référence, dans une période de report du droit qui doit être suffisamment longue, après la période pendant laquelle le droit a été acquis. Donc ça, c'est la première chose, un droit qui a été beaucoup... Alors ça a été beaucoup expliqué par la Cour, il y a une jurisprudence très nourrie sur cette question du droit au report, de la durée de ce droit. Il y a évidemment toute l'exigence qui s'impose aux employeurs d'avoir une attitude... Bon, peut-être qui n'est pas absolument évidente a priori, mais non pas une attitude seulement de permettre aux salariés de prendre ce droit à congé, de ne pas faire obstacle, ce qui pourrait être quelque chose d'assez, au fond, assez limité, mais plus que ça, dit la Cour dans la période récente, d'inciter, donc d'avoir une attitude active, de favoriser le droit au congé, la prise du droit au congé par le salarié. Et ça, évidemment, c'est une référence qui est assez mystérieuse. Qu'est-ce que ça implique exactement? Quel genre d'attitude active l'employeur doit-il avoir? Alors, à demi-mot, la Cour, enfin, pas à demi-mot, d'ailleurs, la Cour dit aussi qu'il faut tenir compte des intérêts de l'employeur et la protection des salariés, qui est quand même très centrale dans cette jurisprudence sur le droit au congé, elle est quand même associée aussi à ce que la Cour appelle la protection de l'employeur, c'est-à-dire que cette protection de l'employeur doit quand même être prise en compte. Et ce qu'elle signifie vraiment, à minima, là, je trouve, c'est la protection contre le cumul de droits au congé pour des périodes de référence, un cumul qui pourrait devenir excessif, qui donc peut être limité. Et c'est ça, c'est le seul aspect de la protection de l'employeur qui est retenu. Tout le reste, tout le développement de la conception du droit au congé est une conception qui est favorable aux salariés, qui vise à étendre autant que faire se peut ce droit des salariés au nom de l'existence d'un droit fondamental,
dont la Cour de justice dit qu'il est un droit fondamental parce qu'il permet non seulement de se reposer du travail, donc ce qu'on imagine être la première des fonctions du droit à congé, mais aussi parce qu'il permet de bénéficier à tout travailleur de bénéficier d'une période de loisir, d'un droit au loisir. Et ça, c'est peut-être plus surprenant, peut-être discutable. En tout cas, il y a cette fonction particulière du droit au congé qui fait que, en effet, même si le salarié ne travaille pas, pour différentes raisons, il doit pouvoir avoir, disons, pour une vie pleine et épanouie, une période de loisir qui lui est reconnue. Et ça entraîne des coûts pour l'employeur, mais ce n'est pas tellement une préoccupation pour la Cour de justice. Voilà. Donc on va revenir sur les différents aspects donc je pense de cette interprétation extensive que fait la Cour de justice du droit au congé. Et donc je me réjouis d'entendre sur les aspects les plus techniques tous ceux qui sont autour de la table.